en parlait. C'est même ça qui a fait que la réunion de groupe du Parti socialiste à l'Assemblée a été dramatique. Vous avez vu que Claude Barthelone a dit que le problème, c'est que la fonction présidentielle n'était pas incarnée. Des gens qui n'étaient pas des frondeurs habituels, même pas du tout. On dit c'est plus possible, il faut faire quelque chose, il faut l'empêcher de se représenter. Il y a la double conviction que François Hollande ne se rend pas compte de l'état dans lequel il est et de l'état de la catastrophe dans laquelle il précipite le PS. Donc il se rend pas compte, donc il va se présenter. C'est une conviction insupportable pour un nombre grandissant de députés socialistes qui se font engueuler tous les week-ends à cause de ce livre, à cause de, pas de ce livre d'ailleurs, à cause de François Hollande. C'est ça, Jonathan Boucher-Petersen, vous justement sur aujourd'hui ces dégâts, quand on entend aujourd'hui des bons chiffres finalement du chômage, est-ce que ça peut aider finalement François Hollande? Ça peut que aider. En même temps, c'est difficile de corréler des abîmes d'impopularité et un petit soubresaut d'une courbe contestable et peu audible pour les gens. Non, en revanche, ce qui est plus problématique pour le PS, c'est que s'il y avait une solution de remplacement naturel, c'est-à-dire de dire l'entêtement de François Hollande empêche l'avènement d'un Manuel Valls, ce serait simple d'une certaine manière. C'est à quel moment on fait la bascule, à quel moment des appels se lancent. La droite a connu ça à d'autres époques. Il peut y avoir un mouvement parlementaire. Sauf qu'il y a un autre sondage qui est tombé en fin de journée qui montre que Manuel Valls, il est aussi... c'est le nôtre, celui qu'on publie demain. Non, mais il est tout aussi bas que François Hollande. Je crois qu'il y a même des circonstances où il est à 10% au premier tour. Donc Manuel Valls, il faut se souvenir, il a été nommé à Matignon pour sa popularité, essentiellement. Tempérament, voilà, mec qui allait tenir avec la poigne. Mais bon, d'abord, la popularité, le bouclier de la popularité. Et au fur et à mesure, donc après, on comprend que chez François Hollande, il y a toujours une lecture psychologique, une lecture sur c'est sa personnalité, c'est sa façon d'être. Il n'empêche que l'anti-François Hollande, c'est-à-dire le coup de menton, l'homme qui en a, il est dans les mêmes tréfonds de la popularité. Donc est-ce que c'est l'un qui a entraîné l'autre? Moi, je pense pas que ce soit la seule faute de François Hollande d'avoir emmené Manuel Valls, qui a eu largement l'occasion de s'affirmer sur un certain nombre de sujets, usage du 49.3, sur la question de la loi travail, de la tonalité de cette loi. Voilà, pour le coup, l'existence et l'oxygène politique de Manuel Valls, il existe. Si aujourd'hui l'un et l'autre sont aussi bas, c'est qu'il y a des raisons qui les dépassent largement. Sauf que l'anti-François Hollande, tel qu'il est perçu par les Français, c'est justement Alain Juppé. Et c'est ce qui explique ça. C'est l'anti-Sarkozy, jusqu'à preuve du contraire. Voilà, on va en parler dans un instant de ça. Mais Aymeric de Liger, aujourd'hui, est-ce qu'il a une démarche de manœuvre encore finalement, François Hollande? Il ne faut pas oublier que en 2011, il était à 3%. Et mais il n'était pas président de la République. Je suis d'accord. Je finis juste ma phrase. Il était à 3%, il n'était pas président de la République, et il a eu un coup de peau monumental avec DSK. Ok, on connaît la suite. Là, il est à 4%, on est à 7 mois, pardon. Moi, je serais incapable de dire, au vu des sondages aujourd'hui, que effectivement, il va se faire avoir. J'en sais rien. Pourquoi? Parce que on a un jeu qui est assez ouvert. On ne sait pas qui à gauche va se présenter, donc toutes les hypothèses les plus farfelues sont faites, donc on commente. À droite, ça commence à se dessiner un petit peu, mais on n'en sait pas plus. Apparemment, Juppé aurait 11 points d'avance dans les prochains sondages qui vont sortir. Très bien, mais on n'en sait pas plus. Donc, j'adore qu'on fasse de la philosophie sur les sondages en se disant... Là, c'est un gros sondage quand même. Mais oui, mais même si c'est un gros sondage... Mais il y a des chiffres derrière les 4%. Même si c'est un gros sondage. D'ailleurs, parce que les 4%... J'aimerais juste qu'on mette un tout petit peu de distance sur les sondages. On va y revenir dans un instant, notamment Alexandre Jardin, je vous interrogerai sur le sujet, mais l'info à 20h40... Les informés de France Info, nous parlons juste avant de parler j'allais dire François Hollande, d'Alain Juppé, on va parler de François Hollande avec ce sondage du Cevipof, donc 4% de Français qui seraient satisfaits de l'action de François Hollande. Alexandre Jardin, ce qui est derrière, ce que disait Judith Vintraume, elle parlait également par rapport à François Hollande de l'image même du président de la République. Ça fait 10 ans, depuis en fait finalement l'élection de Nicolas Sarkozy, que c'est dans le débat public cette image du président de la République. À votre avis, aujourd'hui, est-ce qu'on peut la redorer, cette image du président de la République, ou est-ce que, par exemple, un mandat unique, comme le propose Alain Juppé ou François Fillon, fait qu'on s'intéressera moins à ces courbes de popularité et finalement que l'image du président de la République sera meilleure? Je préfère parler des gens. Ouais. C'est-à-dire que, pour l'instant, les Français ne comptent plus beaucoup. C'est-à-dire que vous êtes en train de parler de partis qui, aux dernières élections, le Parti socialiste, c'est 10% des adultes en âge de voter. Les Républicains, c'est 11%. 11% des adultes en âge de voter, et le FN a fait 12%. Vous avez 58% des Français qui n'ont rien émis en âge de voter. Ça fait 25 millions. Il y a 85% de participation à la présidentielle. Attendez. Quand même. La réalité, c'est qu'autour de vous, c'est peut-être votre cas, et tout le monde le sait, tout le monde vote contre en France depuis très longtemps.
Et c'est peut-être votre cas d'ailleurs. Oui, ça m'est arrivé, ça, Bon. je vous le dis. Et dans son fort intérieur, on sait qu'il y a eu un problème d'adhésion qui est latent. Donc dans la réalité, nous n'avons plus émis collectivement d'envie depuis très longtemps. En gros, les gens qui nous écoutent, on est en train de leur vendre une vie politique avec laquelle ils n'ont plus beaucoup de liens. Et donc, nous, ce qu'on s'est dit, c'est que plutôt que d'essayer de bouffer un truc qu'on n'a plus envie de bouffer, on s'est dit on va faire une maison des citoyens pour les compter. C'est-à-dire que les gens qui nous écoutent, ils comptent. Bien sûr, même s'ils votent pas. C'est eux aussi, c'est eux qui se positionnent aussi dans ces sondages aussi, 20 000 personnes. Non, les sondages, ça c'est ce que vous publiez. Dans la réalité, je vous parle des réels chiffres aux dernières élections. Oui. Je vous rappelle que le Parti socialiste, c'est 10% des adultes en âge de voter. La droite, c'est 11%. Je vous rappelle que toutes les télés et tous sont en train de se mobiliser sur une primaire qui a représenté aux dernières élections 11% des gens qui nous écoutent. Et pourtant, quand on va au bureau de vote, il y a d'autres partis. Pourquoi les gens ne votent pas pour ces partis? Donc nous, on est en train de lancer ces maisons des citoyens. Vous avez lancé la première des Français l'année dernière. Oui, mais là, on est en train de faire quelque chose qui prend une dimension populaire d'une taille stupéfiante en quelques semaines. Spontanément, se sont créées aujourd'hui 156 maisons des citoyens, 156. Ouais. Mais sans levée de fonds, c'est spontané. Pardon, Alexandre Il y a Jardin, à peu près des communautés d'environ d'un demi-million de gens qui circulent sur nos réseaux sociaux. Alors, justement, ça, on va y venir dans un instant. Mais Alexandre Jardin, j'ai pas compris, c'est que... sur des valeurs, les gens se comptent sur des valeurs. Il y a un autre mouvement qui est concurrent du vôtre, qui s'appelle Ma Voix, a présenté quelqu'un aux élections à Strasbourg il y a 5 ou 6 mois, et il n'a recueilli que 500 votes. Je ne vous parle pas de Ma Voix. Non, mais c'est formidable, Ma Voix. Moi aussi, ça fait partie des initiatives. Je trouve ça formidable, Ma Voix. C'est juste pour vous dire... Je suis en train de vous dire qu'à peu près, en ce moment, sur les réseaux, circulent chaque semaine, depuis 3 semaines, des chiffres qui sont considérables. Très bien. Les gens qui nous écoutent ont décidé d'exister et de peser. Qui les représente? Comment Judith Vintraube. Pour l'instant, ça se structure au travers... Allez voir sur votre téléphone, allez voir sur la page Facebook de la Maison des Citoyens. Vous allez regarder ce qui est en train de se passer. Mais alors, Alexandre, tout ça se structure Est-ce que c'est le suffrage universel qui est obsolète? Je dis qu'à un moment donné, on ne peut plus en passer uniquement par l'offre classique. Et je vais vous dire sur quelles valeurs ces gens se comptent. Est-ce qu'on garde le suffrage universel? Est-ce qu'on tous garde ensemble? l'élection présidentielle? Attendez, il y a une autre question. Oui, bien sûr. Laissez-moi parler. Je voudrais comprendre les bases. Je vais vous répondre juste après. J'ai une autre question en même temps et vous allez y Non, mais répondre. vous ne me laissez pas parler. Je voudrais que vous compreniez sur quelles valeurs les gens se comptent. Sur quelles valeurs? Premièrement, on peut être absolument, ne pas se reconnaître du tout dans l'offre politique sans filer vers les extrêmes, en restant quelqu'un de bienveillant. Donc, il y a une valeur de bienveillance qui est au cœur de nos mouvements. Ensuite, nous défendons les territoires, parce que tout simplement, l'ensemble de l'offre politique, de la gauche jusqu'à l'extrême droite, est une offre jacobine, centralisatrice. Donc, nous allons défendre les territoires. Nous allons défendre les gens qui font. C'est-à-dire que la source de légitimité pour nous, c'est d'avoir fait. Je parlais de la fille de WeMove. Oui. Quand vous avez construit ça, vous avez gagné des galons. Parce que vous ne promettez pas, vous faites. Et qu'est-ce que vous en faites? Alors, je vais vous répondre. Ouais. Ensuite, on va défendre une démocratie citoyenne. Parce que plus personne, ou personne parmi les gens qui nous écoutent, n'a envie de filer un chèque en blanc à qui que ce soit pour 5 ans. La réalité, c'est que les gens veulent compter, exister. Attendez, Judith, parce que je voudrais qu'on l'entende, parce qu'en fait, c'est la même démarche que Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron, non? Alexandre Jardin. Ah non, Mélenchon, il est candidat à la présidentielle. Non, Emmanuel Macron, vous l'avez soutenu ça d'ailleurs. part des citoyens. Oui. C'est très différent. Mais il n'y a pas les citoyens et les électeurs, tout le monde est citoyen. Les 4 millions de personnes qui vont voter à la primaire de la droite, c'est autant de citoyens que les 500 000 personnes que vous évoquez, et qui ont une démarche qui est effectivement d'abord basée sur le rejet de l'existant, en disant comment on recrée quelque chose et qui de se plus compte vertueux. De manière... Mais je ne pense pas qu'on puisse construire un discours systématique en disant le système politique est nul, les élus sont nuls. Il y a des élus de terrain qui font un boulot hallucinant. Je ne dis pas ça. Je finis comme ma phrase parce que vous faites des très très grandes phrases. Si on pouvait simplement faire parfois des relances. Allez-y. Donc non, mais c'est-à-dire cette idée qu'il faille absolument... Nous travaillons main dans la main avec les élus locaux. Et les associations d'élus locaux font partie. Donc avec ces fameux politiques qui sont élus, voilà, donc il y a une difficulté. Nous faisons une énorme différence entre un élu local qui doit délivrer, qui est faiseux. Un maire de Bordeaux, par exemple, j'en sais rien, au bout d'un moment, on ne peut pas choisir l'identité des gens quand ça nous arrange. Nous faisons une énorme différence entre une offre politique centralisée
et l'action de nos élus locaux qui, il faut dire la vérité, 80% des gens qui sont dans les conseils municipaux sont des bénévoles en France. Oui, non, alors bien sûr. C'est-à-dire qu'il y a une implication citoyenne énorme. Est-ce que ça veut dire un système complètement nouveau? Moi, je veux bien, mais dites-le, qu'on comprenne. Je n'ai pas compris. Est-ce que ça veut dire un système nouveau? Est-ce que ça veut dire un système nouveau, finalement? Je vous dis que les maisons des citoyens qui sont en train de monter vont défendre excusez-moi, Alexandre, vous faites de la promotion, là. Vous faites de la promotion, vous n'expliquez pas. Démocratie citoyenne. Je vais vous répondre. Quand nous serons en janvier... Ça fait 4 fois que vous me le dites. Quand nous serons en janvier... Allez-y, Alexandre Jardin. Les chiffres sont en train de monter de manière vertigineuse. Oui. Quand nous serons en janvier, les gens qui se comptent actuellement dans les maisons des citoyens décideront si nous allons ou pas aux élections pour que nos valeurs comptent. Les gens décideront si nous négocions avec les partis. Mais pourquoi vous commencez par la présidentielle? Si justement vous n'êtes pas jacobin, si justement vous êtes en phase avec les territoires, commencez. Il faut prendre les choses dans l'ordre. Non, mais c'est la même tentation que les écolos, qui sont le parti décentralisateur, qui disent la France des régions, la France des territoires, et l'obsession présidentielle. Votre rendez-vous, il n'est peut-être pas à la présidentielle. Il est peut-être dans un pacte citoyen à la Nicolas Hulot sur le pacte écologique en 2007. Mais commencez par vous implanter localement. Commencez par occuper les conseils municipaux, les conseils départementaux, les conseils régionaux. Ça ne sera pas tranché par moi, puisque l'idée c'est de donner du pouvoir aux gens. Pourquoi la question se poserait maintenant d'une candidature à la présidentielle? À quel nom? À quel titre? Enfin, évidemment, est-ce que c'est pas la même l'espèce de même obsession? Quand vous intervenez, moi j'appelle ça le décalque, j'appelle pas ça la réinvention, c'est ça. Mais vous vous trompez d'interlocuteur. C'est-à-dire que je peux pas parler à 500 000 personnes. Oui, mais ce sont les gens des maisons des citoyens qui trancheront. C'est les maires aussi, c'est les gens qui trancheront. Quand vous intervenez dans un colloque d'Emmanuel Macron, est-ce que c'est pour attirer l'attention sur Emmanuel Macron? Est-ce que c'est pour qu'il devienne votre leader charismatique que vous appelez de vos voeux, puisqu'on est dans une logique présidentielle, ou c'est autre chose? J'étais allé lui poser des conditions pour qu'il nous soutienne. Il n'en a souscrit aucune. Nous le laissons à sa vie politique. Il ne nous concerne plus. Alexandre Jardin, s'il vous plaît. De manière très claire. Non, mais en fait, il y a un moment, il faut juste écouter aussi. Parce que on s'écoute, vous savez, en tant que citoyen. Mais il me pose une question. Et on va continuer à répondre. Vous savez, dans un instant, car l'info à 20h50. Il y a d'autres conditions, les territoires. Alors voilà, ça c'était Alexandre Jardin. Voilà, exactement. Voilà, et qui vous accueille d'ailleurs parmi vous. Voilà, Alexandre Jardin, que nous avons invité ce soir à hauteur pour son nouveau roman Les Nouveaux Amants chez Grasset. On retrouve également Judith Vintraube du Figaro, le communicant Emery de IG, Jonathan Boucher-Petersen de Libération. Allez, il nous reste quelques minutes pour parler de notre feuilleton préféré. Je sais pas ce que vous regardez en ce moment, Walking Dead, Luke Cage, Game of Thrones. Aux informés de France Info, nous, c'est plutôt iTélé, parce qu'on vit ça épisode par épisode, avec des rebondissements comme l'émission de Jean-Marc Morandini qui s'arrête, mais elle reprendra après la grève, des déménagements surprises en plein week-end et un mouvement social donc qui se prolonge pour la 9e journée consécutive. Aujourd'hui, le magazine Les Inrecuptibles a exhumé la vidéo d'une émission de Thierry Ardisson, diffusée en 1987. L'animateur interviewait alors Vincent Bolloré, tout fringant, et lui demandait ses défauts. Alors le premier, selon l'homme d'affaires, c'est qu'il est têtu. Et voilà la suite, Vincent Bolloré. Voilà, Vincent Bolloré, donc qui a annoncé ce qui allait devenir finalement un autre Vincent Bolloré dans les années 2000. On comprend mieux certaines choses. Jonathan Boucher-Petersen, est-ce qu'il peut y avoir une issue finalement aujourd'hui? Quelle serait finalement Là, je me souviens qu'à Radio France, il y avait un médiateur qui avait été nommé, donc ça peut peut-être une porte de sortie. Non, mais après, il y a plusieurs éléments. C'est-à-dire que une porte de sortie, il y en aura une. On entendait Antoine Janton, le patron de la SDJ, s'exprimer aujourd'hui, dire que personne n'avait intérêt dans les salariés de télé à ce que cette grève s'inscrive plus dans la durée. En revanche, en entendant les discours cette semaine, je me disais qu'ils s'étaient peut-être, non pas trompés, mais que le focus qu'on a mis sur la situation judiciaire de Jean-Marc Morandini était en fait pas le bon angle et pas le vrai risque. Parce que le vrai risque, c'est la télé que fait Jean-Marc Morandini. On l'a vu cette semaine, qui est une télé qui a sûrement un nom. Ça s'appelle... Bon, ça, on peut inventer. Ouais. Hein. Certains disent de la merde, mais bon, il y a d'autres façons de le dire. En tout cas, c'est pas de l'information, ça c'est sûr. C'est très local, c'est très bas de gamme. Et quand on voit cette espèce de système de renvoi d'ascenseur permanent, c'est un petit peu inquiétant dans un groupe comme le groupe Canal qui a Vivendi au-dessus. Donc ça veut dire que c'est Canal+, C8, C-Star, Universal, Dailymotion, Gameloft, l'Olympia. Et on voit bien qu'il y a une espèce d'écosystème qui pourrait quasiment... on peut faire des émissions de médias quasiment en vase clos. À Europe 1, il avait cette tendance-là à faire l'écho de ses émissions et de faire les émissions du groupe Lagardère en priorité. Voilà, c'est la difficulté avec ces groupes qui se sentent chez eux sur toutes les antennes, même quand c'est de l'information. Alors Judith Vintraube, ce matin, Benoît Hamon, député PS et candidat à la primaire socialiste, a expliqué sur France Culture le silence des politiques sur le sujet par un simple nom, Bolloré. Voilà. Et ça veut dire ils le craignent, les politiques?
Non, mais Bolloré, ça veut dire que c'est du privé, donc une intervention du CSA nommant du CSA ou de l'État, pardon. Le CSA réagit en effet aussi. Nommant un médiateur serait quand même assez curieuse. Pas forcément de l'État, d'ailleurs. On ne voit pas pourquoi l'État se mêlerait comme ça d'un groupe privé. Malheureusement pour les journalistes de iTélé, rien n'empêche Bolloré, propriétaire de iTélé, de faire de sa chaîne autre chose qu'une chaîne d'information. Une fois qu'on a... Ah oui, je suis désolée. Il y a une convention avec le CSA, c'est même pour ça que c'est une chaîne d'information. Ça se rompt aussi, hein. Si l'outil disparaît, ça se rompt par la force des choses. Ouais. Donc rien n'est gravé dans le marbre, malheureusement pour eux. Je trouve aussi que leur combat, le fait d'avoir focalisé leur combat contre Morandini est à la fois maladroit et extrêmement désagréable parce que la présomption d'innocence, ça existe ou ça n'existe pas. Si ça existe, on ne fait pas de quelqu'un... Le problème pour iTélé, c'est que maintenant il y a un problème avec les annonceurs aussi, qui ne veulent pas avoir leur image associée. Vous voyez, pour une chaîne privée, c'est compliqué. C'est le problème de Vincent Bolloré. Justement, c'est lui qui est comptable de l'état de sa boîte, et l'état de sa boîte, justement, est lamentable en ce moment. On a du mal à comprendre, Emery Doligé, finalement, cette technique de Vincent Bolloré, qui est quand même aujourd'hui perd de l'argent, même si c'est une ligne comptable. Alors il y a deux choses. D'abord, il faut juste rappeler l'essentiel, la base de la base, c'est Vincent Bolloré, il est chez lui. Oui. Et comme il est chez lui, pardon, mais il fait ce qu'il veut. C'est ça qui c'est à la fois rassurant et terrible à la fois. Mais il y a un autre sujet qui est effectivement Jean-Marc Morandini. Jean-Marc Morandini, d'un point de vue de droit, il a le droit à la présomption d'innocence. Et il n'y a absolument aucun débat là-dessus. Et toute personnalité morale... Apparemment, il y a débat pour les journalistes. On entend par personnalité morale. C'est plus sur la qualité de ces émissions. Justement, j'y viens. Il y a donc déjà la présomption d'innocence, on ne peut pas aller contre parce que c'est comme ça et c'est la loi. Et heureusement. En revanche, il y a quelque chose de terrible, c'est le sentiment personnel de chacun. Et le sentiment personnel de chacun, on ne peut rien y faire. Même s'il y a présomption d'innocence, le sentiment personnel de chacun nous dit, ce type-là, non. C'est ça. Allez, en tout cas, j'imagine qu'on en parlera encore demain, de toute façon, un petit peu de ce qui se passe à iTélé, puisque c'est pas encore rebaptisé CNews. D'ailleurs, ça devait passer CNews, mais ça ne l'est toujours pas. En tout cas, merci beaucoup, Alexandre Jardin, d'être passé ce soir aux Informés de France Info. Votre nouveau livre, c'est Les Nouveaux Amants, c'est chez Grasset. Et puis, bien sûr, on peut vous voir sur Internet, sur... On a bien noté. La Maison des Citoyens. La Maison des Citoyens, le rendez-vous pour le mois de janvier, en tout cas. C'est pas tombé. Oui. Alors, bien sûr, merci d'être passé ce soir. Merci à Emery Doligé. Merci. Un petit coup d'œil à nos partenaires. Judith Vintraube, la une de Figaro demain. La une du Figaro, les Français ne veulent ni de François Hollande ni de Manuel Valls sur le sondage. Voilà, à venir. Donc, et la une de Libération, Jonathan Boucher-Petersen. On n'est pas loin dans le sujet, nous c'est dans la peau de Manuel Valls. Très bien, voilà, en tout cas, vous aurez de quoi vous faire une idée inconfortable sur le premier. Allez, il est temps pour nous de retrouver Matteo Maestracci. Bonsoir. En parlait, c'est même ça qui a fait que la réunion de groupe du Parti Socialiste à l'Assemblée a été dramatique. Vous avez vu que Claude Barthelone a dit que le problème c'est que la fonction présidentielle n'était pas incarnée. Des gens qui n'étaient pas des frondeurs habituels, même pas du tout. On dit c'est plus possible, il faut faire quelque chose, il faut l'empêcher de se représenter. Il y a la double conviction que François Hollande ne se rend pas compte de l'état dans lequel il est et de l'état de la catastrophe dans laquelle il précipite le PS. Donc il ne se rend pas compte, donc il va se présenter. C'est une conviction insupportable pour un nombre grandissant de députés socialistes qui se font engueuler tous les week-ends à cause de ce livre, à cause de, pas de ce livre d'ailleurs, à cause de François Hollande. C'est ça, Jonathan Boucher-Petersen, vous justement sur aujourd'hui ces dégâts, quand on entend aujourd'hui des bons chiffres finalement du chômage, est-ce que ça peut aider finalement François Hollande? Ça peut que aider, en même temps c'est difficile de corréler des abîmes d'impopularité et un petit soubresaut d'une courbe contestable et peu audible pour les gens. Non, en revanche, ce qui est plus problématique pour le PS, c'est que s'il y avait une solution de remplacement naturel, c'est-à-dire de dire l'entêtement de François Hollande empêche l'avènement d'un... Est-ce qu'il a une démarche de manœuvre encore finalement François Hollande? Il ne faut pas oublier qu'en 2011, il était à 3%. Et mais il n'était pas président de la République. Je suis d'accord, je finis juste ma phrase. Il était à 3%, il n'était pas président de la République, et il a eu un coup de peau monumental avec DSK. Ok, on connaît la suite. Là, il est à 4%, on est à 7 mois, pardon. Moi, je serais incapable de dire, au vu des sondages aujourd'hui, que effectivement, il va se faire avoir. J'en sais rien. Pourquoi? Parce que on a un jeu qui est assez ouvert. On ne sait pas qui à gauche va se présenter. Manuel Valls. Ce serait simple d'une certaine manière, c'est à quel moment on fait la bascule, à quel moment des appels se lancent, la droite a connu ça à d'autres époques, il peut y avoir un mouvement parlementaire. Sauf qu'il y a un autre sondage qui est tombé en fin de journée qui montre que Manuel Valls, il est aussi... c'est le nôtre, celui qu'on publie demain. Non, mais il est tout aussi bas que François Hollande, je crois qu'il y a même des circonstances où il est à 10% au premier tour. Donc Manuel Valls, il faut se souvenir, il a été nommé à Matignon pour sa popularité, essentiellement. Tempérament, voilà, mec qui allait
tenir avec la poigne, mais bon, d'abord la popularité, le bouclier de la popularité. Et au fur et à mesure, donc après, on comprend que chez François Hollande, il y a toujours une lecture psychologique, une lecture sur c'est sa personnalité, c'est sa façon d'être. Il n'empêche que l'anti-François Hollande, c'est-à-dire le coup de menton, l'homme qui en a, il est dans les mêmes tréfonds de la popularité. Donc est-ce que c'est l'un qui a entraîné l'autre? Moi, je pense pas que ce soit la seule faute de François Hollande d'avoir emmené Manuel Valls, qui a eu largement l'occasion de s'affirmer sur un certain nombre de sujets, usage du 49.3, sur la question de la loi travail, même la tonalité de cette loi. Voilà, pour le coup, l'existence et l'oxygène politique de Manuel Valls, il existe. Si aujourd'hui, l'un et l'autre sont aussi bas, c'est qu'il y a des raisons qui les dépassent largement. Sauf que l'anti-François Hollande, peut-être qu'il est perçu par les Français, c'est justement Alain Juppé. Et c'est ce qui explique... C'est l'anti-Sarkozy, jusqu'à preuve du contraire. Voilà, on va en parler dans un instant de ça, mais Aymeric de Ligé, aujourd'hui...